Bonjour à tous, bienvenue à France AI, parce que vu le nombre de sessions sur l'IA, on va parler également d'IA. On se disait il y a quelques temps, il y a 6 mois environ, bon, l'IA, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas. Et on s'est fait réflexion il y a quelques temps de se dire, bah, c'est plus une question de on va le faire ou pas le faire, c'est comment on va le faire, d'accord? Donc c'est très important de voir comment on va adopter l'IA. Il y a plein de concepts derrière ceci dans les entreprises. Et, euh, et donc, ça va être le sujet de cette session. Alors, j'ai oublié de me présenter, excusez-moi. Donc, je suis Arnaud Després, je suis chez IBM depuis plus de 30 ans et je fais de l'intégration depuis plus de 25 ans. L'API management et maintenant la transformation de notre métier vers l'IA est quelque chose qui nous passionne, hein. Mon collègue. Voilà, moi je suis Thierry Milliard. Ok, vous m'entendez? Je ne suis pas chez IBM depuis aussi longtemps que ça, puisque j'ai suivi une acquisition. Donc moi j'arrive sur la partie web méthode, que certains peut-être dans la salle connaissent déjà. Ceci dit, ça fait quand même quelques années que je suis côté intégration, particulièrement dans les API. On a fait, certains peut-être dans la salle se rappellent de l'espace Charenton et des API Days des années précédentes. Donc, une des questions qu'on va se poser ici, c'est la valorisation, hein, comme Jean-Michel Garcia a dit tout à l'heure, hein, la valorisation de son patrimoine d'API. Comment on va valoriser ceci? Donc, j'ai une question pour vous faire travailler un petit peu. Quand on voit les projets IA et le nombre d'API qui sont chez les clients, hein, et savoir connaître le nombre d'API, savoir que font ces API, c'est quelque chose d'important pour pouvoir construire cette IA. Donc j'ai une question, combien avez-vous d'API? Combien avez-vous d'API ou combien d'API ont vos clients pour lesquels vous travaillez? Est-ce que vous avez 200 API ou moins? Qui est-ce qui a 200 API ou moins? Ou travaille avec des collègues, d'accord. 500 API ou moins? 500, quelques-uns, d'accord. Plus de 500 API, d'accord. Ah oui. 1000? Oula, d'accord. 1000 API. Donc c'est intéressant de valoriser ces API, de les connaître, de savoir celles qui sont importantes, celles qui vont avoir un retour sur investissement, celles qui vont coûter cher à mettre en place. D'accord. Petite blague sur ça. Avez-vous déjà essayé l'API Pet Store et de lui demander quels étaient les animaux disponibles avec un API assistant? Quelle est la réponse? La réponse est too many tokens. You don't have a token anymore. D'accord. Donc c'est intéressant de voir que quand on va avoir ce patrimoine d'API, il va y avoir des API qui vont être parfaites pour faire implémenter sa stratégie IA et bien comprendre ses API. D'accord. Donc ça c'est une petite chose importante à se souvenir. Donc je vais passer tout de suite sur quelque chose qui est très important pour IBM. Pourquoi c'est important pour IBM? Parce que nous sommes vendeurs. Et nous sommes vendeurs et nous aidons nos clients à faire de l'IA également. Donc on a ce slide qui existe depuis à peu près 2-3 ans. Ce slide, il est très simple. Pareil, Jean-Michel en a parlé, Jean-Michel Garcia en a parlé. L'IA pour l'intégration, ça veut dire quoi? C'est comment l'IA va aider à faire de l'intégration, comment les produits vont être augmentés grâce à de l'IA. D'accord. En tant que vendeur, qu'est-ce qu'on veut? On veut augmenter la productivité des développements. D'accord. Donc c'est vraiment ce sujet. Je ne vais plus en parler après, donc j'en profite ici. Donc on a des agents qui vont permettre de faire du mapping automatique, des agents qui vont étudier une infrastructure et regarder s'il y a des problèmes, comment les résoudre. On a des agents pour aller créer des API en langage naturel, pour créer des tests automatiquement. Donc toute une variété de cas d'usage, mais qui sont importants pour un vendeur parce qu'on veut améliorer cette intégration. Pas que les vendeurs, hein, bien sûr, dans vos processus, vous pouvez intégrer de l'IA pour automatiser ces processus. Ce dont on va parler aujourd'hui énormément, c'est l'intégration pour l'IA. D'accord. Donc comment
l'intégration va permettre de faire de l'IA au sein d'une entreprise. J'ai un collègue, il y a 2 ans, il m'a dit, tu sais, nos projets IA, il y en a 95% qui échouent parce qu'on ne met pas d'intégration. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ne pas mettre d'intégration? C'est qu'on fait un petit test dans son coin et on oublie de mettre la sécurité, on oublie d'aller chercher la data, on a oublié qu'on a de la data souveraine qui ne peut pas se déplacer. Donc je vais devoir intégrer ces systèmes souverains. Et donc on était d'accord qu'il fallait un petit peu d'intégration quand même pour que cette IA soit possible. Donc pas de projet IA sans ces aspects de déplacement de données, de sécurité. Il y a des sessions sur la sécurité. Hein. Il y a beaucoup de sujets expérimentaux sur la sécurité. On n'a pas résolu tous les problèmes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Hein. C'est quelque chose qui est en train de bouger. Donc voilà, donc on va parler de l'intégration pour l'IA. Donc, 2 choses. MCP, évidemment, d'accord. Alors, ce slide, vraiment, c'est pour dire il y a 2 sujets, d'accord. Il y a vraiment 2 sujets sur l'intégration pour l'IA. Il y a 2 sujets. Le premier, c'est la protection et l'exposition des interfaces MCP, d'accord. MCP, modèle, contexte, protocole. Jean-Michel Garcia, excusez-moi, j'étais à sa keynote, donc je répète un peu ce qu'il disait. Il a dit, c'est très très bête. Hein. Alors c'est très très bête, je vais juste rajouter une petite chose. C'est très très bête parce que c'est des protocoles existants, HTTP, JSON RPC, Streamable HTTP, Server Send Event, des choses qui sont existantes depuis un certain temps, hein, des choses assez simples. Mais le plus important, c'est /tool /call. Ça veut dire quoi, /tool /call? Ça veut dire que l'IA a besoin de savoir ce que font ces interfaces MCP, quels sont les tools que je mets à disposition et comment j'appelle chaque tool. Voilà, c'est très simple. C'est vrai que c'est très simple, mais c'est une révolution. L'autre partie de ça qui n'a rien à voir, c'est la protection des LLM. D'accord. Donc ici, on parle de LLM Gateway. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans les LLM Gateway? C'est vraiment le contrôle des coûts liés à l'utilisation des LLM. Vous avez bien vu que c'était pas gratuit, hein, ces LLM. Bon, au début, c'est un peu gratuit, puis après, c'est un peu moins gratuit. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et donc, on va devoir monitorer. Alors, il y a bien 2 mots ici, hein, visibilité. Alors la visibilité, ça veut dire quoi? Alors j'ai entre parenthèses le portail, un portail d'interface MCP. Quelles sont mes interfaces? Quels sont mes agents à disposition que je mets à disposition de mon entreprise? Comme on avait le portail des API. Ça tombe bien, on a bien l'habitude de faire ça avec les API. La partie observabilité, c'est tout simplement l'aspect monitoring. Je vais contrôler combien j'ai pris de jetons, comment mes jetons sont consommés, essayer d'optimiser tout ça. Il y avait un post LinkedIn ce week-end, quelqu'un qui disait quand je mets un PDF, je consomme 10 fois plus de jetons qu'un Markdown. J'ai trouvé ça intéressant. Hein, donc il faut contrôler, il faut savoir. Il a fait une recherche pour savoir combien ça coûtait chaque requête, chaque scénario. Et on revient sur PetStore. Vous n'avez plus de jetons. Aïe. Donc la partie LLM Gateway, c'est aussi un élément très important à ne pas oublier dans son architecture. D'accord ? Donc 2 choses, exposition MCP Gateway, un petit peu comme les API, et la partie contrôle LLM Gateway. Et donc on retrouve ici un certain nombre de providers. Ici. Donc, aujourd'hui, le gros sujet, encore une fois, ça a été dit ce matin, le gros sujet, c'est valoriser ces API. D'accord ? Comment je vais valoriser mon API? Qu'est-ce que je veux? Je veux que mon API qui soit disponible, que j'ai étudié, je veux l'exposer rapidement pour qu'elle soit consommable. D'accord ? Elle a de la valeur, je veux un retour sur investissement. Donc, ce scénario est très important. Les entreprises nous demandent d'aller vite, hein, ça va très vite, hein, c'est des sujets qui vont très vite. Et la première chose, c'est le scénario de base, hein, je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est l'exposition des API et les transformer en MCP interface. Avec un cycle de vie, avec l'observabilité, avec la visibilité. D'accord ? Première chose. Mais dans l'IA, il n'y a pas que ça. Vous savez bien qu'aujourd'hui, ça c'est un sous-ensemble.
de nombreux produits vont donner des interfaces MCP. D'accord ? Postgre a une interface MCP. MQ, on est en train de travailler pour mettre une interface MCP. GraphQL, il y a des interfaces MCP. Je cite beaucoup de produits IBM, hein, mais évidemment, il y en a d'autres. Hein. Donc, on se retrouve avec une multiplication de possibilités d'intégrer ces systèmes, parce qu'ils offrent tous une interface MCP. Donc, il y a une question à se poser. Est-ce que je vais appeler directement cette interface avec mon assistant? D'accord ? Donc, quand on fait son architecture, on va regarder, est-ce que je suis plutôt dans le scénario 1? Est-ce que je suis plutôt dans le scénario 2? Et puis, après, un petit peu plus compliqué, les agents. Bon, les agents, eux... alors, sur les interfaces MCP, hein, donc, dans ce cas 2, on est plutôt sur une implémentation hard-codée de cette interface et des tools. Hein, d'accord ? On va appeler une interface pour MQ. Pour ceux qui connaissent, ils prennent PCF. C'est un vieux protocole qui a 30 ans. Pourquoi ils ont pris PCF ? C'est très intéressant. Et c'est pour mettre en relation, en contraste avec les API. Ils ont pris ça parce qu'en fait, ça s'interface avec toutes les versions, avec tous les produits, avec tous les plateformes. Vous voyez, donc quand j'implémente un tool, c'est intéressant de se poser comment mon tool va accéder aux informations importantes. D'accord ? Ils ont pris PCF, c'était beaucoup plus simple que l'API d'administration reste. Vous voyez ? Donc c'est intéressant de se poser ces questions. Comment mon tool va aller chercher les informations ? Outre le fait que c'est exposé en MCP, hein, qui est un langage standard pour le coup. Les agents, donc ça c'est une couche au-dessus. Donc j'ai des agents qui vont faire des choses, qui vont être autonomes, semi-autonomes, que je vais pouvoir appeler, ou je vais avoir mon AI assistant. Bon. Donc cet agent, il va en général s'interfacer avec une implémentation MCP, une interface. Il va appeler une interface MCP, d'accord ? Et puis après, encore plus compliqué, on a des agents d'agents. Alors moi, j'y connais rien. Je ne sais pas si quelqu'un veut expliquer. Mais voilà, donc on va vers ça. C'est la suite logique. Hein. Et puis j'ai mis en dessous... je ne sais pas trop où le mettre, mais il y a des produits qui font tout. Ils vont créer le MCP, ils vont faire l'agent, ils vont faire les skills, ils vont faire tout ce qu'il faut. Donc je ne sais pas trop où le mettre. Je l'ai mis, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens. Mais c'est quand même important de savoir qu'il y a des tools en tout cas, qui permettent de tout faire. Donc ça, c'est juste un exemple de fabrication d'agents sur une interface MCP. Donc c'était le 4e cas. Et on va définir les knowledge, les interfaces MCP avec qui ils se rapportent, un petit peu comme un AI assistant. Je passe ça, c'est pas plus important. Alors, autre question qu'il faut, à mon avis, se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'IA partout ? D'accord ? Ça, c'est la grande question. Il y a des hauts et des bas sur ce débat et des gens qui vont avoir des choses intéressantes. Je connais quelqu'un dans la salle qui va se reconnaître, qui a travaillé sur l'automatisation. Il ne faut pas forcément de l'IA. Pourquoi je ne vais pas forcément mettre de l'IA là ? Parce que j'ai envie de quelque chose, il y a un mot très important, de déterministe. D'accord ? Le déterminisme, vous avez tous entendu ce mot dans l'IA. Je veux que mon résultat soit toujours le même. Qui a eu la même réponse en posant le même prompt 2 fois ? Ok, on est tous d'accord, hein, quand on pose un prompt, c'est ça l'intelligence, c'est l'intelligence humaine, hein, d'ailleurs on est tous pareils, mais une IA elle va rarement donner la même réponse. Donc je peux automatiser des processus, alors des processus métiers ou des processus techniques ici, hein, celui dont on faisait référence, c'est des processus de développement, d'automatisation, de mise en production d'éléments IT. Très bien, ça marche très très bien ça. Et alors, petite cerise sur le gâteau, c'est que quand je fais mes processus et que j'ai peut-être un petit peu de code, un petit peu de choses à faire, je peux me faire aider par de l'IA avec des AI assistants, ça aide toujours. D'accord ? Alors j'ai un exemple après pour ça.
Le deuxième grand cas de figure, c'est je vais directement sur mes interfaces MCP. Bon, je les ai développées, ou j'utilise des produits, et je prends un assistant, Bob, Claude, j'en passe et des meilleurs, qui vont aller directement utiliser ces interfaces. Et donc, il faut savoir les configurer, il faut savoir trouver ces API, il faut mesurer la consommation des jetons. Donc, c'est là où on retrouve la partie LLM contrôle. Et puis, ensuite, tout à l'heure on en a parlé, quand j'ai un module MCP, je peux avoir un module agentique. D'accord ? Donc je vais avoir un agent et MCP. Alors, j'ai une petite anecdote pareil sur ça, vous voyez, il y a une petite balance. C'est assez intéressant. Je ne vais pas dire le client, c'est IBM. On a fait une implémentation avec un agent. On a fait un agent et vous savez quoi ? On a mis tout le code et toute l'intelligence dans l'agent. C'est un petit peu bêta. Pourquoi c'est un petit peu bêta ? Parce que finalement, quand je vais vouloir exposer directement mon MCP, parce que je me dis, ça serait intéressant de aussi pouvoir mettre un assistant qui va directement sur mes interfaces MCP, je dois tout réécrire. D'accord ? Vous voyez, donc, il y a une question, vous voyez le problème, hein, c'est tout simple, on est passé par là. Donc, on a un agent qui a toute l'intelligence et le MCP, il est passe-plat. Il fait une transformation protocolaire, dommage, parce que je ne peux plus le faire en MCP. D'accord ? Donc, ce que je voulais dire ici, tout simplement, hein, c'est pas je vous dis des choses simples, hein, c'est bien toujours se poser la question, qu'est-ce que je vais mettre dans mon agent, qu'est-ce que je vais mettre dans mon MCP, qui apporte la valeur et pourquoi l'agent apporte une valeur supplémentaire. D'accord ? Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce choix, avoir mis trop de choses dans l'agent et après s'être rendu compte que je vais devoir recoder, prendre des choses dans mon MCP ? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça ? C'est des choses un petit peu avancées, hein, mais voilà, ça arrive. On l'a fait chez nous. Alors maintenant, c'est une petite digression. Je vous parle de ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu dans le monde de l'API. Tout le monde ne connaît pas ça. Est-ce que qui connaît Spectral ? D'accord. Bon. Il y en a un certain nombre, hein, d'accord. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Spectral, c'est une super spécification, c'est un open source au départ, et qu'on a intégré dans nos produits, et ça permet de façon déclarative de définir tous les aspects d'une interface API. D'accord ? Est-ce qu'il y a une bonne documentation ? Est-ce qu'elle vérifie les règles OWASP, d'accord, de sécurité ? D'accord ? Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, on a cette capacité à valider, à augmenter, à vérifier des API et des interfaces. D'accord ? Donc ça, c'est l'utilisation de Spectral. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, on peut utiliser ce résultat assez complexe. Hein. On va avoir des centaines de rôles qui vont être vérifiés et utiliser de l'IA, alors de façon plus ou moins artisanale, de façon plus ou moins automatisée, d'accord, en utilisant ces résultats. Alors je vais vous parler juste d'une expérience artisanale, on peut faire mieux. J'appelle peut-être soit avec l'interface utilisateur, soit avec du CLI parce que je commence à automatiser tout ça. Je mets ça dans mon processus d'intégration. Je vérifie que mon API soit secure, par exemple, et que tout est documenté comme il faut. Hein, et je prends ce résultat et je prends mon IA pour corriger. D'accord, je prends un code assistant, c'est très artisanal, hein, mais vous voyez l'intérêt, quand OWASP me dit ce champ-là, il faudrait qu'il fasse 50 caractères, celui-là 100, celui-là 200, celui-là 10, et là, tu n'avais pas mis de contrainte. Bon, on est bien content d'être aidé pour faire ça, on gagne beaucoup en productivité. C'est un peu artisanal, bon, si on a 100 API, ça va. Si on a 500, on va peut-être automatiser un peu plus. Vous voyez, mais ce qu'il y a d'intéressant, ça c'est le premier cas, c'est de l'automatisation avec IA ou un tout petit peu d'IA. Oui, c'est très, très puissant parce que toutes ces règles, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner une règle. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est une règle parmi des dizaines de règles OWASP sur les 500. Il faut décrire les codes 500, il faut décrire les codes 429. Je vous passe les meilleurs, d'accord ? C'est un peu technique, mais bon. Voilà, donc ça c'est aussi, petite capture écran, je ne vais pas y rester longtemps. C'est juste pour illustrer
la protection LLM, le contrôle LLM, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, contrôle? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, combien de jetons, combien de requêtes. Parce que les API, on sait faire le nombre de requêtes, on sait établir des quotas, on sait voir les niveaux de transaction, pas de problème. Par contre, les jetons, c'est quelque chose un petit peu, un peu plus difficile à définir, d'accord? Et on a vu que ça coûtait très cher, d'accord? Donc, ça, ce sont des écrans sur le nombre de jetons utilisés dans la journée, c'est les heatmaps, c'est ce genre de choses qu'on a envie de contrôler, d'accord, pour les coûts et pour, au final, contrôler son retour sur investissement, d'accord, très important. Alors, juste aussi, autre petite digression, l'adoption IA, il y a des entreprises qui vont faire un scénario IA, hein, c'est Marc O'Neill de Gartner, l'année dernière, il nous a dit, moi je vois une entreprise, un use case IA en 2026, donc c'est intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, en mi-2026, on est un petit peu plus, hein, on est peut-être un peu plus ambitieux. Mais bon, c'est intéressant de voir ça. J'ai presque fini. Donc je vais vous passer, maintenant on va discuter du premier scénario. J'ai des API REST, API, et je vais les transformer vers MCP. Donc quand on fait ça, il y a plusieurs choses à bien penser. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, on en a parlé tout à l'heure, toutes les API ne sont pas à utiliser directement sur l'IA. D'accord, il faut qu'on réfléchisse, il faut que cette API ait de la valeur. Si j'ai une API très technique, pourquoi je ferai un agent IA et à l'utiliser très peu? Bon. Donc on va avoir une vision de l'ensemble de son parc API. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que ces API, elles peuvent être sur une gateway d'un produit ou d'autres produits dans le cloud, en hybride et multi-produits. Vous vous souvenez, un des thèmes de l'API management, c'est multi-gateway. D'accord, support. Bon, ben, si elle tourne sur Amazon Gateway, ben, c'est très bien. Il faut qu'on la trouve. D'accord, il faut qu'on trouve cette API, il faut qu'on sache ce qu'elle est. Et aussi une chose importante, très importante, qu'elle soit bien documentée. D'accord. Et donc c'est la première chose. Je choisis mes API. Deuxième chose, je les nettoie. Jean-Michel Garcia a utilisé le mot nettoyer tout à l'heure, donc c'est curated. Les nettoyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais peut-être pas prendre toutes les opérations. J'ai trouvé les API qui m'intéressaient, mais je ne vais peut-être pas toutes les prendre. Exemple, là j'ai fait exprès de prendre du GET. Vous avez entendu parler, 28 mai cette année, petit article dans Euronews, effacement de la database en production par l'IA. Oups, excusez-moi, je reconstruis la database vide. Okay. Vous avez peut-être vu cette chose, cet article. C'est intéressant parce que on n'a pas tous les contrôles aujourd'hui de sécurité sur son IA et ce que va faire. Donc, bien réfléchir, qu'est-ce que je vais autoriser à faire dans mes environnements et dans mes API. Ce que je vais pouvoir laisser faire en utilisant les API. Dernière chose, l'amélioration. L'amélioration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a parlé de l'importance de la documentation. On peut, avec de l'IA, d'ailleurs c'est basé sur de l'IA, améliorer la documentation, aller chercher toute la documentation disponible dans l'interface et l'augmenter. Et parfois aussi renommer l'opération. Parce qu'une opération get order, pour une IA c'est moyen. List order, ça va beaucoup mieux. Bon, c'est un exemple comme ça. Voilà, donc on voit que c'est important. Il y a plusieurs étapes dans cette adoption d'API. Autre élément, hein, donc ici on revoit en haut à droite, on voit les sources d'API, les serveurs MCP, les providers LLM pour le contrôle. Dernier élément dont je n'ai pas parlé, c'est les policy sequences. Ça veut dire quoi? C'est que sur son interface MCP, que ce soit sur la requête ou la réponse, on va appliquer des règles de sécurité, des quotas, de l'authentification, de la propagation d'identité, du token switching, etc. On va faire de la transformation, on va peut-être s'intégrer avec d'autres systèmes, peut-être des systèmes basés sur l'IA. Donc ça, c'est important qu'on n'oublie pas qu'on peut faire des actions qui seront nécessaires. Dernier slide, avant-dernier. Autre petit exemple aussi, bon, je vais pas, ça c'est juste pour dire, on peut faire de l'IA avec 3 clics. Cette démonstration, en fait, montre que on va générer, vous savez, les rapports qu'on a de météo sur son téléphone tous les jours,
cette application, en 3 clics, c'est ce qu'elle fait. Parce qu'elle interroge, elle fait un beau texte, comme on a sur nos téléphones, et elle va chercher une interface, elle fait de l'agrégation, elle va chercher l'information de température de sa ville, et elle a un beau texte. Donc c'est assez intéressant aussi, je trouve, parce que on a des belles applications sur nos téléphones, ça se fait en quelques minutes. D'accord ? Dernier slide. Alors ça, c'est complètement un autre sujet, mais pour dire que on a parlé de REST API aujourd'hui. D'accord, on a parlé de REST API. Il n'y a pas que ça. Hein, il y a d'autres formes facteurs. Bon, donc SOAP, hein, c'est pas mort. On en trouve encore, bien sûr. GraphQL. On a parlé tout à l'heure. GraphQL. Tout le monde sait ce que c'est GraphQL. Hein, bon. GraphQL, c'est juste le client est roi, je demande ce que je veux avoir et ça suit les relations entre objets. D'accord ? C'est Facebook 2012, donc je veux savoir en une requête très performant, importance la performance en IA. D'accord ? Je ne veux pas faire 10 000 appels, hein, Pet Store. Hein. Et puis d'autres protocoles sur les protocoles asynchrones. Petite annonce, hein, on va supporter gRPC cette année. Dans les A5 API, il y a Kafka, MQ, les bindings, et également les webhooks sur lesquels on travaille. Voilà, donc ça c'est un petit slide très rapide pour ne pas oublier qu'il y a d'autres formes d'API que REST. Merci Arnaud. Je garde le slide. Voilà. Donc le contexte est posé. Bien posé. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Si vous allez implémenter tout ça, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a, d'un point de vue fonctionnel, on va se retrouver avec l'utilisateur, tel qu'on le voit ici, qui va accéder à une application. Derrière, ça va pouvoir en fait travailler avec des agents, et les agents vont accéder à des ressources. Donc ici, sur les slides, il n'y a pas de laser, mais bon, voilà. Donc de gauche à droite, de l'humain jusqu'à la ressource accédée. Ce qui se passe, c'est que la première partie, là où il y a la flèche, entre l'humain et l'application, pour l'instant, on sait ce que c'est. Parce que ça, c'est habituel. On a une interface, l'application va appeler des API. OK. C'est l'existant. Dans l'existant, France API, on parle des API, les API Gateway. La sécurisation, c'est quelque chose de connu, ça va être du HOT, ça va être du JWT, ça va être... voilà. Maintenant, derrière l'application, on se rend compte qu'il y a un agent, peut-être 2, peut-être une séquence d'agents, peut-être des agents en parallèle. Et donc, en fait, on va se retrouver à avoir des interactions qui vont un petit peu dans tous les sens. Et ces interactions, jusqu'à présent, c'est tout beau, c'est tout neuf, ça fait des choses fantastiques. Donc, du coup, on va être plutôt focus sur la fonctionnalité. On va dire qu'on est plutôt en mode POC. Et en mode POC, on fait des choses. Et on fait des choses parce que ça marche. Et en fait, quand on fait des choses qui marchent, eh ben, en fait, on va développer des nouveaux usages. Et qui dit nouveaux usages, dit, à un moment donné, on va se retrouver avec cette magnifique liste. OK. Est-ce que l'agent, il va représenter quelqu'un ? Comment est-ce qu'on va pouvoir identifier l'agent qui utilise ? Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas se poser de questions. On va dire, l'agent, il a les droits de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui demande, s'il le faisait en direct, il aurait les droits. Donc, on lui met les droits. On va dire que l'agent, en fait, il va même carrément prendre l'identité de l'utilisateur. C'est normal, il suit les ordres, donc on peut lui faire confiance. Ou pas. Et en fait, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que l'agent, il va accéder à des ressources. Et les ressources, Arnaud en a parlé, les agents, est-ce que c'est déterministique ou pas ? La ressource à laquelle il va accéder, est-ce que c'est celle à laquelle on pense ou pas ? Et donc du coup, ça pose un certain nombre de questions. Donc entre le fait d'avoir une POC, c'est-à-dire dans les conditions optimales, on a quelque chose de fantastique. Si un jour on veut passer dans la réalité, on a un certain nombre de points qui sont un petit peu, pas complètement rouges, mais enfin... Voilà, nouveaux usages, donc il faut appliquer de nouveaux patterns de sécurité. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Il faut mettre en place un certain nombre de choses. Donc, en fait, les agents, il faudrait savoir qui ils sont. Donc, il y a déjà des endroits où... Alors ici, on parle de robots humanoïdes qui ont leur pièce d'identité. Un robot humanoïde, c'est un agent dans une boîte métallique avec des formes qui peuvent éventuellement ressembler à un humain.
Et que ce soit un robot ou que ce soit un process, l'agent, il est là, il bosse, il fait des choses. À un moment donné, si on veut mettre de la sécurité, si on veut mettre un certain nombre de contextes autour, il faut avoir la connaissance des agents. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir? Les agents, est-ce qu'ils ont le droit de tout faire? A priori, pas forcément. Ce n'est pas parce que l'utilisateur, c'est le grand patron que l'agent doit avoir tous les droits. Non seulement il ne doit pas avoir tous les droits, mais il doit avoir uniquement les droits qui sont reliés à l'action en cours. Et donc là, quand on parle d'action en cours, on va parler d'intention, intent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'agent, ce serait bien qu'il ne soit pas capable de faire tout ce que l'humain peut faire, parce que si l'humain il est RH et que là il est en train de faire une recherche pour un voyage, bon, ok, l'agent n'est pas censé interagir sur, je dis n'importe quoi, le fichier des employés ou les virements de la paye, par exemple. Ça n'aurait pas de sens. Et donc, et au-delà de ça, du coup, ça veut dire qu'il faut se poser des questions sur, quel que soit l'humain qui a demandé, à un moment donné, les agents font des choses. Est-ce que les agents ont bien le droit de faire les choses? Où est-ce qu'ils vont faire les choses? Et comment est-ce qu'on va pouvoir vérifier l'accès aux ressources? Tout à l'heure, Arnaud a parlé donc d'une news sur laquelle une IA avait effacé la base de données. C'est moche. Comment est-ce que c'était vérifié, l'accès à la base de données? Parce que si on vérifie l'accès à la base de données en se basant sur les droits de l'humain, sans savoir quel était l'objet de l'IA et de quand elle avait ses droits, on va se retrouver dans des cas de figure qui sont un petit peu à côté du sujet. Et donc, on va se retrouver avec des problématiques à gérer. Et alors, les problématiques à gérer, c'est la capacité à mettre en place, par défaut, 0 privilège à l'agent. On va lui donner des privilèges quand on va savoir quel est le besoin. Et le besoin, qu'est-ce que c'est? A priori, ça va être une tâche. La tâche, c'est je veux que l'IA me prépare mon déplacement professionnel. OK, donc possibilité de réserver des avions, des trains, des hôtels, des véhicules. OK, pourquoi pas? Et dans 6 mois, si l'utilisateur il veut préparer ses vacances, est-ce que l'IA est censée lui préparer ses vacances perso, puisqu'elle a déjà les droits de préparer le voyage? Donc là, la notion de droit, la notion d'intention, la notion de durée sont des choses, si on ne les met pas en place, on va se retrouver avec des IA qui auront des droits imprévisibles, non déterministiques. Donc ça fait partie des problèmes. Et ce sont des problèmes qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer, parce que la POC, c'est bien, mais une fois que vous avez constaté que l'IA vous apporte des choses, à un moment donné, si vous voulez passer en prod, si vous voulez passer à l'échelle, il va falloir être capable de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est autorisé ou pas, comment, et quels sont les outils à mettre en œuvre. Alors évidemment, par rapport à ce genre de problématique, on peut tenter de mettre des garde-fous en amont, mais il faut aussi être capable de savoir ce qui s'est passé. Bon, le principe des forensiques, c'est-à-dire une fois qu'on a détecté qu'il y a un problème, être capable de remonter. Et donc, du coup, il va falloir mettre en place, entre guillemets, ce qu'on appelle des services commons, des services communs, sur l'observabilité, sur la gouvernance et l'orchestration. Qui a demandé quoi? Comment est-ce que ça a été géré? Quand est-ce que ça a été fait? Et avec quels droits? Et pourquoi les droits ne sont pas tombés de manière automatique? Donc, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent si on veut mettre en place de l'IA et si on veut que cette mise en place, elle soit réussie avec un minimum de risque. Alors pour que ce soit réussi, y compris au niveau fonctionnel, eh bien, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'IA, donc possiblement il y a des tentatives de mettre de plus en plus d'agents, à un moment donné, il faut aussi organiser. C'est-à-dire qu'au-delà des règles, il faut être capable en fait, de savoir qu'est-ce qui se passe et où est-ce que ça se passe. C'est-à-dire qu'au-delà, je dirais, des règles d'autorisation, à un moment donné, on prend un peu de recul. Comment est-ce que ça s'organise? Combien est-ce que j'en ai? Est-ce que mes agents ils vont parler forcément avec du LLM? Okay, donc on a vu, Arnaud a montré les interfaces sur lesquelles on peut voir les consommations, les tokens, et puis on pourrait mettre des stratégies, par exemple, de cache ou des choses comme ça pour limiter. On voit que dans l'exemple qu'on vient de voir, il y a des agents possiblement qui parlent ou qui sous-traitent à d'autres agents, des agents qui vont orchestrer d'autres agents. Donc à un moment donné, il faudrait que les agents puissent avoir l'autorisation de parler aux agents.
Et pour mettre en place les éléments de sécurité, donc il y a un pattern, là, on appelle ça OBO, on behalf of, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place des gateways, comme on avait pour les API. Et ces gateways, elles vont permettre de s'assurer que les consommations des tokens côté LLM, les consommations des agents vers les autres agents, la propagation des droits, la propagation des autorisations, tout ça, il faut le gérer. Et l'accès aux tools, au MCP, là aussi, il faut que ce soit géré, avec aussi une gestion des droits, une gestion des quotas, une gestion des usages. Et après, en fait, le MCP, ça va permettre de donner accès aux différentes ressources. Alors, évidemment, les API, France API, bien sûr. Arnaud aussi a évoqué la partie Async API, tout ce qui va être événementiel, et puis accéder à des ressources non API à travers des workflows. Donc, en fait, on va pouvoir industrialiser la façon dont on va accéder aux ressources. À partir du moment où on a les gateways qui donnent des bonnes autorisations, en fait, vont découler les accès qui vont être clairement identifié, organisé, industrialisé, de façon à avoir un minimum de connexion dans les bons sens, plutôt que d'avoir le plat de spaghetti avec les agents qui soient à gauche, à droite, en SaaS, en cloud, en on-prem. Donc ça aussi, ça fait partie des bonnes pratiques. Évidemment, les bonnes pratiques, quand on les met en place, on va se retrouver avec des consommations qui, on n'est pas à l'abri d'un succès, risquent d'exploser. Alors là, on retourne, je dirais, sur les fondamentaux. France API, MCP, appel d'API, consommation. Il faut savoir ce qui se passe. Il faut savoir ce qui se passe, d'où le Federated API Management, c'est-à-dire le concept de savoir où sont les API. Et là, on ne parle plus d'un API Gateway. Où sont les API? Ça veut dire, voilà, j'ai des services qui sont sous forme d'API. Ces API, j'en ai peut-être besoin sur des plaques géographiques différentes, avec des utilisateurs différents. Donc j'ai besoin en fait d'avoir une vue consolidée de l'ensemble de mes API. Donc c'est ce qu'on voit à l'écran, le Federated API Management, avoir la liste des catalogues, connaître ces API, avoir des remontées sur comment ça fonctionne, la partie analytics, télémétrie, être capable de savoir quelles sont les API qui sont consommées, sur quel moteur, puisqu'on a la capacité de voir aussi bien nos propres moteurs que d'autres moteurs. Donc on se retrouve à avoir une vue globalisée, y compris sur les API Gateway tiers. Et puis donc Arnaud l'a évoqué, mais la gouvernance, c'est-à-dire s'assurer que les API elles sont bien déployées avec des niveaux de version homogènes, avec des versions des policies qui soient homogènes, de façon à s'assurer qu'on n'a pas de soucis particuliers en termes de consommation et qu'on est bien conforme par rapport aux contraintes réglementaires. Voilà. Et tout ça, et ça c'est le dernier point, c'est le plus important, c'est un des plus importants, c'est qu'à un moment donné, il faut que vous soyez capable de travailler tout ça. Les API, donc avec les tools MCP, parce qu'il y a des agents qui consomment. Ils vont consommer des services. Les services, ça peut être de l'API natif, ça peut être de l'API qui soit le résultat d'une intégration, d'une transformation. On peut avoir des événements. Donc en fait, il faut avoir sous l'idée d'une plateforme l'ensemble des ressources qui soient à disposition. On puisse voir les relations entre ressources, c'est la partie du haut. Voilà, il y a un appel qui rentre, ok. Ça passe par une MCP Gateway, ça déclenche une API qui déclenche un traitement, qui va déclencher une connexion MQ, du Kafka, etc., etc. Et donc ça, c'est ce qu'on va proposer évidemment en natif. Et évidemment, pour que vous puissiez l'intégrer chez vous, si on parle d'intégration, il faut aussi s'adapter à ce qu'il y a chez le client. On ne peut pas se passer d'avoir des standards pour pouvoir pousser les informations chez vous, que vous puissiez, si vous en avez, créer vos propres dashboards sur vos outils de télémétrie. Et on ne peut pas se passer d'un open télémétrie pour pouvoir s'intégrer chez nos clients. Voilà. Toujours dans l'IA, dernière fonctionnalité IA. Donc là, IA sous forme d'agent qui va vous proposer, lorsqu'un flow est en erreur, qui va vous suggérer par rapport à l'erreur, par rapport au type de flow, quels seraient les éléments à vérifier. On ne va pas forcément vous dire exactement ce qu'il y a qui ne va pas, mais voilà. L'intégration au service de l'IA, la contrepartie, c'est que l'IA peut vous aider à optimiser votre intégration. Voilà. C'est presque fini. Il faut que vous vous rappeliez que les API, elles sont chez vous. La valeur, elle est chez vous. Il faut pouvoir, en fait, ces API, les exposer, les exploiter. Et donc ça, c'est avec des outils type MCP.
Voilà, il faut bien se rappeler que passer du POC à la prod, ça veut dire qu'il y a des nouveaux patterns de sécurité. On ne peut pas se permettre de le faire comme ça, parce que sinon, possiblement, il va y avoir des retombées. Et les retombées, d'ailleurs, ne seront pas forcément sur les mêmes personnes qui vont exploiter que sur celles qui vont décider des projets. Donc, à un moment donné, il faut aussi gérer le changement et puis gérer des projets à tous les niveaux de l'entreprise. Et il faut être capable d'avoir un œil sur ce qui se passe et d'avoir plus qu'un œil, des analyses, des remontées et de quoi les exploiter. Voilà, bonne mise en œuvre de l'IA.